Cette chronique vous est offerte par la librairie Pantoute, Saint-Roch et Vieux-Québec. Émilie Roy-Brière est libraire chez Pantoute. Elle m'a envoyé un courriel cette semaine pour me dire je vais te parler de 2 livres. Finalement, elle arrive ici, elle dit je vais te parler de 4 livres. C'est-tu correct? J'ai dit ben oui, Émilie, ça t'appartient cet espace-là. C'est ta chronique, c'est ta capsule, tu fais ce que tu veux avec. Ben j'ai fait la même affaire que je fais tout le temps. Je dis je pourrais peut-être parler de telle affaire, tu sais. Puis là, je t'envoie un courriel. Puis là, le lendemain, j'ai une super bonne idée. Ben non, je vais parler de ça à la place. Fait que là, je t'ai dit que je te parlerais d'un livre sur l'intelligence artificielle puis des bullshit jobs avec Grébert. Ouais. Ben on va faire complètement d'autres choses. Ah, fait que ces 2 livres-là, on les passe à trappe ou? Peut-être plus tard. Font-tu partie de tes 4 ou non? Non, pas du tout. Carrément. Pas Fait du que tout. le courriel que tu m'avais envoyé, c'est aux orties. Non, c'est ça, c'est le fun, hein, planifier une émission de même. Ouais. Let's go. Non, mais là, je me suis dit, là, l'intelligence artificielle, les jobs qui n'ont pas de sens, c'est un peu, ça me semble un peu rébarbatif comme sujet, là. Tu sais, comme là, c'est Noël, on va y aller pour des affaires plus légères. Du festif comme ton magnifique pull de Noël. Mon magnifique pull de Noël affreux, que les gens qui de nous, Die Hard. Puis c'est écrit motherfucker, yippee motherfucker dans le dos. Mm-hmm. Tu voulais pas que ton boss le sache parce que tu m'as dit... Mais là, tu es en train de me stouler à la radio, là. Voyons donc. Tu voulais pas que ton boss le sache. Tu me dis, j'espère que mon boss le verra pas aujourd'hui. En tout cas, mais oui, j'ai un magnifique Andy Gruber qui tombe de la Nakatomi Plaza dessus. Bon, on commence avec quoi? Ouais, on commence avec, je vais te présenter Flore Vesco, qui est une auteure jeunesse que j'aime tellement. Moi, j'étais fan de l'auteur Audrey Alouette qui avait écrit une série qui s'appelle Magic Charlie, qui est une série jeunesse avec des magiciens. Puis, un jour, en suivant le Facebook de Audrey Alouette, elle écrit une critique dithyrambique d'un livre qui s'appelle D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Donc, j'imagine que les deux se connaissent, elles sont peut-être amies. Et je me mets à lire ça, c'est magnifique. Si jamais vous voulez mettre des romans intelligents entre les mains de vos enfants, allez-y avec ça. Les personnages de Flore Vesco sont toujours attachants. C'est toujours des personnages qui sont astucieux, qui vont se sortir de situations périlleuses et inextricables parce qu'ils ont de l'astuce. Puis à la fois les personnages de gars que de filles, on a énormément de plaisir à lire ça. Donc les deux que tu as sous la main, c'est 2 livres qui font partie un petit peu de la même série. J'ai Louis Pasteur contre les loups-garous et Gustave Eiffel et les âmes de fer, les 2 qui sont publiés chez Didier Jeunesse. Puis, dans ces 2 romans, on nous parle d'une agence super secrète qui s'appelle la SSSSSS, la Société super secrète des savants en sciences surnaturelles. Donc, dans le premier, on s'entend que, on regarde le titre, on va s'attendre à affronter des loups-garous. Donc, il va y avoir Louis Pasteur qui vient de faire son entrée au... Je crois que c'est le Collège Saint-Louis, quelque chose comme ça, le Collège royal des sciences. Puis généralement, c'est un collège dans lequel on envoie seulement des fils de bonne famille parce que ça coûte très cher faire son apprentissage là-bas. Mais Louis Pasteur, il est tellement brillant qu'il a obtenu une bourse. Donc, il est parti de sa campagne natale. On l'envoie à Paris. Puis... Dans chaque chapitre, on nous donne la composition chimique du chapitre. Donc, je sais pas moi, 30 centilitres de chloroforme, 200 tonnes de surprise et, je sais pas moi, genre 1 gramme de carbone. Est-ce que c'est le vrai Louis Pasteur ou dont on s'inspire ou c'est un petit gars qui porte juste le nom? C'est un homonyme de Louis Pasteur? Oui et non. C'est le vrai Louis Pasteur, mais on prend quand même des libertés là sur le personnage historique. On va s'inspirer de faits réels. Par contre, le fait que Louis Pasteur va réellement faire de la chimie là-dedans, c'est comme ça qu'on va confondre les loups-garous. Puis même, quand on finit par comprendre un petit peu ce qui se passe sur le campus, parce qu'il y a des étudiants qui se font mystérieusement assassiner, on va tenter de... créer un vaccin pour soigner les gens de la lycanthropie. Puis, c'est suite à cette aventure que Louis Pasteur va être approché par le SSSSSS sous le regard attentif d'un type qui s'appelle... Je me rappelle pas son nom, c'est un peu le chef de l'équipe. Sûr, ouais. C'est un nain albinos qui a l'air assez vindicatif.
Puis, dans le second volume, ben là, on va nous présenter le personnage de Gustave Eiffel. Donc, on est des années plus tard. Louis Pasteur va devenir un petit peu le mentor de Gustave Eiffel, qui lui aussi va être recruté par ses capacités de déduction hors normes et sa connaissance des métaux. On a l'alliage de chaque chapitre. Donc, on va reprendre un petit peu la même formule, là. Donc, 20 grammes de fer, 2 tonnes d'acier et je ne sais trop encore. Puis, on va l'envoyer dans une usine de métallurgie dans laquelle on pense qu'un phénix va faire son apparition. Parce que l'usine de métallurgie, c'est très, très chaud. C'est un milieu propice à l'éclosion d'un phénix. Sauf que lorsqu'il se rend sur l'usine, on se rend compte qu'il y a d'autres problèmes sur place. Il y a des ouvriers qui disparaissent mystérieusement. Puis bon, lui, compte tenu qu'il vient de la ville, il obtient un poste de superviseur. Lui, il est dans le bureau des patrons. Ça va lui prendre très longtemps avant de gagner la confiance de ses ouvriers, puis se faufiler un peu pour savoir ce qui se passe. Et puis, dans Gustave Eiffel et les hommes de fer, il y a un punch de fin que je n'avais jamais vu venir. Et pourtant, tous les indices étaient sous mes yeux. Je suis arrivée au dernier chapitre, quand on m'a donné la clé du mystère, puis je me suis dit, « Hein? Ben voyons donc! » Puis là, il a fallu que j'aille à rebours lire tous les passages dans lesquels les indices étaient sous mes yeux pour me dire, ben oui, c'était là depuis le début. C'était vraiment plaisant. Donc, ces deux-là, moi, je les conseillerais aux 12 ans et plus. Puis la qualité d'écriture est là, on apprend plein de choses. Dirais-tu que c'est aussi un peu pour les tripeux de Harry Potter, même genre de public un peu, ou Il y a pas tellement de magie, on a vraiment un aspect science qui est très fort là-dedans. Il y a de la lycanthropie en tout cas. Il y a de la lycanthropie quand même. Il y a du surnaturel, c'est pas dénué de surnaturel. Il y a un peu de surnaturel, mais c'est pas ce qui prend le dessus. Non, d'accord. Ça fait juste donner la petite saveur piquante, là, comme rajouter de la sriracha dans sa soupe faux. Bon. Gustave Eiffel et les armes de fer et Louis Pasteur contre les loups-garous de Flore Vesco. Est-ce qu'elle en a beaucoup des romans? Mon doux, au moins. C'est pas une série, là. 7-8 genre. Mais là, avec la Société des savants surnaturels, elle en a seulement 2 jusqu'à présent. Mais ça peut-être comme un roman par année ou 2 ans, quelque chose comme ça. Il y en a tout plein que je t'ai pas amené aujourd'hui. Les 2 autres dont je vais te parler, je pense que je les ai prêtés. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec, mais je les ai cherchés hier pour te les amener. Puis, on lance un appel à tous et à toutes. Ouais, ben oui, donc, à qui ai-je prêté mes romans de Flore Vesco? C'est qui les Snorro? Moi. Ouais. Je devrais prendre des photos du monde avec les livres quand je les prête. Parce que sinon, ils nous reviennent jamais. T'as des loups-garous du Marc-André, effectivement. Ouais, ou des nains voleurs de slip. Ouais. On sait pas. OK, puis les 2 autres romans dont je voudrais te parler, ceux-là vont mettre ils vont mettre en scène des personnages de filles. Le premier roman de Flore Vesco, d'ailleurs, ça s'appelait De Cap et de mots. Celui-là, ce serait pour un public un petit peu plus jeune. Ce serait peut-être 9 ans et plus. Puis, Flore Vesco, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle adore s'inspirer des contes populaires. Donc, il y en a un qui est un peu une réécriture du joueur de flûte de Hamelin, qui s'appelle L'Estrange aventure de Mirella. Son tout dernier s'appelle De délicieux enfants, qui est inspiré de Petit Pousset, avec l'histoire avec les ogres. De Cap et de mots, ce serait un petit peu une réécriture des habits neufs de l'empereur. Donc, quand on a les tisserands qui proposent à l'empereur de lui faire une tenue absolument somptueuse, mais il y a seulement les personnes intelligentes qui peuvent voir le tissu sur lequel ils sont en train de travailler. Dans De Cap et de mots, on va avoir une jeune fille qui s'appelle Serine. C'est l'aînée d'une famille qui a eu que des garçons, sauf elle. Puis, c'est une famille assez désargentée. Donc, le seul moyen de gagner un peu d'argent pour faire survivre ses frères, ses parents, ça va être de l'envoyer comme dame de compagnie de la reine. Ou est-ce que elle va devoir satisfaire la reine en toutes choses, on sait pas trop. Puis Serine, elle ne cadre absolument pas avec cette dynamique. Donc, pendant que les autres dames de compagnie sont en train de se maquiller, se coiffer, s'habiller, Serine, elle sait pas trop quoi faire. Donc elle se rase pas le poil. Elle va se promener dans le château, elle va devenir amie avec tout plein de gens. Donc les femmes qui vont laver les vêtements, les gens qui travaillent à la cuisine. Il y a aussi un
apprenti bourreau super attachant. Mais c'est un bourreau en apprentissage, donc lui, on va lui enseigner à torturer, à mettre à mort des gens. Mais on se rend compte que son professeur, qui est le bourreau actuel, lui, c'est un adepte de la torture psychologique. Donc, généralement, il suffit de poser une question, de sortir les pinces chauffées à blanc, et la personne va avouer tout de suite, donc on n'a pas besoin de lui faire mal. Et ils ont une horde de rats qui vont courir dans leur cachot aussi, mais c'est des rats qui sont très bien élevés, qui sont shampouinés, ils ont des petits rubans autour du cou. Oui. Et donc, Serine, elle va réussir à manœuvrer un petit peu dans ce milieu-là qui est pas facile en inventant des mots. Comme au début, on lui fait savoir que lorsqu'elle va rencontrer la reine pour la première fois, elle aurait dû lui préparer un compliment. Je sais pas si l'information s'est rendue, mais elle n'a pas de compliment. Le compliment n'est pas prêt. Puis bon, idéalement, si ça rime, c'est encore mieux. Et donc, Serine, elle va dire à la reine, « Majesté, vous êtes resplendissante comme une esperlune. » Puis là, tout le monde dit « Ah oui, une esperlune, c'est vraiment bien trouvé. » Et là, pendant des semaines à la cour, on ne parle plus que de l'esperlune, mais l'esperlune, ça n'existe pas. Serine l'a inventé on the spot, sauf que, à peu près à la moitié du roman, là, ça va se retourner contre elle, parce que toutes les fois où est-ce qu'elle a réussi à éviter les conflits ou éviter d'être confondue, là, on va lui demander d'apporter une esperlune à la reine. Ouais. Comment Serine va-t-elle s'en sortir? Bah. Puis, celui qui m'a fait lire Flore Vesco, celui-là, je le conseillerais peut-être plus aux 13 ans et plus. C'était celui sur lequel Audrey Alouette avait fait une critique tellement géniale. Ça s'appelle D'or et d'oreiller. Celui-là, c'est un peu inspiré de La Princesse au petit pois, puis un peu des romans de Jane Austen. Donc, dans D'or et d'oreiller, on va avoir... D'or et d'oreiller? D'or et d'oreiller. D''or. A-R-T? Non. D'or. Oui, or, le minéral doré. Bien sûr, d'accord. Ouais. Donc, là-dedans, c'est un peu... c'est un peu comme un roman à la Jane Austen. Donc, on va avoir une espèce de lady qui veut marier ses 3 filles. Et là, elle entend dire que le lord qui habite en haut de la colline se cherche une épouse. Par contre, il y a une épreuve. Cette future épouse va devoir passer une nuit dans le manoir. Au matin, elle va se faire poser une question. Il faut qu'elle donne la bonne réponse. Et donc, cette lady ne fait ni une ni deux, trouve une excuse boboche pour s'inviter chez le Lord et s'inviter à dormir chez le Lord. Et chacune de ses filles va passer l'épreuve de la nuit au manoir. Et chacune de ses filles va échouer. Par contre, un peu comme dans Cendrillon, le Lord dit mais là, écoutez, je suis désolée, madame, mais ça fonctionnera pas. Êtes-vous certaine que vous n'avez pas d'autres filles? Elle n'a pas d'autres filles, mais par contre, ses filles ont une habilleuse qui s'appelle Sadima, qui va passer l'épreuve à son tour et trouver la bonne réponse. À partir de ce moment-là, on apprend que c'est une épreuve en 3 parties. Donc, on va mettre Sadima à l'épreuve. Il y a un secret caché dans la maison qu'il va falloir découvrir qui empêche le Lord de quitter son manoir. Il est prisonnier de l'endroit. On ne sait pas pourquoi encore. Puis, c'est une atmosphère un peu particulière parce que c'est très sensuel comme écriture. C'est un peu un roman érotique jeunesse. non, je te jure, c'est vrai, c'est magnifique. Mais on va avoir le Lord et Sadima qui commencent à se plaire manifestement, et les deux vont entrer dans une espèce de jeu de séduction, mais les deux personnages sont prêts à le jouer, donc c'est sensuel, c'est consensuel aussi. Comme à un certain moment donné, le Lord va dire à Sadima, je pense que j'ai peut-être une marque sur mon corps qui aurait imposé sa magie sur moi, qui m'empêche de quitter le manoir, mais je me dis qu'elle est peut-être à un endroit que je suis pas capable de voir moi-même, peut-être qu'elle est dans mon dos, est-ce que vous voudriez m'examiner? Et donc, Sadima, oui, elle veut bien l'examiner parce que ça va lui rendre service. De boule, là, quand même. Mais en même temps, elle trouve pas ça désagréable de voir inspecter le Lord. Puis il y a aussi des scènes dans lesquelles Sadima, elle va dormir dans la pièce avec les millions de matelas empilés sur le lit. Puis elle va se faire plaisir à elle-même. Mais tout ça à renfort de métaphores. On nous parle de pêcheurs de perles, on nous parle de marée. C'est
vraiment superbes. Donc, Rappelle-nous le titre, parce que ça donne envie, là. C'est- Flore Vesco. Flore Vesco, celui-là s'appelle... c'est d'or et d'oreiller. d'or et d'oreiller, voilà. Puis, d'ailleurs, les deux derniers dont je viens de te parler, de Cap et de Mots, puis d'or et d'oreiller, les deux, ils ont été adaptés en bande dessinée. Le premier, c'est chez Dargo, avec des illustrations de j'espère ne pas moffer la prononciation, Kéras Coët. Attends, on voudra pas. Puis, pour d'or et d'oreiller, c'est paru chez Rue de Sèvres, avec des illustrations de Mayalène Gouste. Tout ça vous a donné envie. La chronique d'Émilie, l'autrice dont elle a parlé s'appelle Flore Vesco. Puis allez en parler avec Émilie. Elle vous attend à la librairie Pantoute de la rue Saint-Jean dans le Vieux-Québec. C'est là qu'elle bosse, Émilie. Elle se fera un plaisir donc de vous faire ses recommandations pour la littérature jeunesse, Flore Vesco ou d'autres, parce que je sais que tu aimes beaucoup la littérature pour ados. Ben oui, je me rends compte que j'ai souvent t'en parler, finalement. Il y a un marché pour ça. Oui. Ouais. Hey, Émilie, on te souhaite de joyeuses fêtes. Ben merci, toi aussi. Pose-toi bien. Est-ce que c'est ta dernière semaine? Oui. Oui, On a après? un petit break de 2 semaines. On reprend le 6 janvier. Bonnes Donc, vacances. Pareillement. Merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir. On en a besoin, toi aussi. Non, ouais. Bye-bye. Cette chronique vous a été offerte par la librairie Pantoute, Saint-Roch et Vieux-Québec.